Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Droit Devant sur A-News Workwell pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on parle de numérique responsable avec Claire Touffet, rédactrice en chef adjointe de la Smart Action DET, dédiée au directeur de l'environnement de travail, qui comprend une lettre d'actualité. Alors, dans cette lettre d'actu, on a un dossier qui fait le point sur l'état du numérique responsable en France en 2025, un sujet préoccupant et dont les entreprises doivent prendre conscience quand on sait que le numérique représente 4,4% de l'empreinte carbone française et 11% de la consommation électrique en France, selon le dernier avis de l'ADEME de janvier 2025. Claire, bienvenue et bonjour à toi. Merci Claire, bonjour. Eh bien écoute Claire, merci en tout cas d'avoir proposé ce sujet qui est extrêmement pertinent, surtout à l'heure de l'IA. Alors tout d'abord, est-ce que tu peux nous rappeler s'il existe une réglementation justement sur l'empreinte environnementale du numérique ? En effet, Claire, en France, il y a 2 lois françaises qui tendent à faire converger les transitions numériques et écologiques pour la réduction de la consommation des énergies notamment. La loi AGEC du 10 février 2020 qui est relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire. Et la loi qu'on dit REEN du 15 novembre 2021 qui, elle, vient vraiment viser à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France. Alors, on avait déjà vu les principales mesures de ces lois dans une précédente émission Droit Devant fin 2022, avec notamment l'obligation de mettre en place un indice de réparabilité des équipements électriques et électroniques. Et depuis cette émission, en janvier 2024, il y a l'indice de durabilité qui a été exigé par ces lois. Autre rapport notable, l'interdiction de l'obsolescence programmée des équipements numériques et aussi une obligation d'informer le consommateur de toutes les caractéristiques essentielles quand il y a une mise à jour de l'équipement. Concrètement, qu'est-ce que doit faire, Claire, une entreprise pour activer une démarche numérique responsable ? Alors, il n'y a pas de secret, comme pour beaucoup de sujets, il va falloir commencer par impliquer la direction et pour ce faire, il va falloir lui démontrer le positif de la démarche numérique responsable, notamment le fait que c'est vraiment un avantage compétitif et d'attractivité. On le sait, en termes de responsabilité sociétale des entreprises et d'embauche, il y a beaucoup de salariés qui s'intéressent à l'impact environnemental de leur entreprise et aux actions qu'elles mettent en place pour diminuer leur empreinte carbone. D'autant plus la jeune génération. D'autant plus la jeune génération qui entre sur le marché du travail en ce moment. Exactement. Et la démarche numérique responsable, elle peut aussi permettre de diminuer sa facture énergétique et réduire les dépenses qui sont liées aux équipements numériques eux-mêmes. Alors, est-ce qu'il y a d'autres acteurs à impliquer dans la démarche ? Alors bien sûr, outre la direction, il est recommandé de mettre en place un groupe de pilotage qui est indépendant de la direction et qui, lui, va évaluer vraiment l'empreinte environnementale de l'ensemble des activités numériques de la structure. Ça prend combien de temps, ça ? Tu sais, toi ? Ça peut prendre un certain temps, suivant la structure, pour faire cet état des lieux, ouais, vraiment. Et pour piloter, il faut vraiment une personne qui est dédiée à la coordination de la démarche, pour faire le suivi, qui va construire avec tous les métiers et les services le plan d'action numérique responsable. Et comment elle est nommée, cette personne ? Du coup, c'est par rapport au groupe et finalement la direction, c'est suivant certaines compétences, des personnes qui sont qualifiées dans ces domaines-là, qui peuvent coordonner, vraiment gérer ce projet finalement, c'est une coordination. Et ils vont vraiment prendre en compte tous les impacts environnementaux, sociaux et économiques de l'activité de l'entreprise pour mettre en place ce plan d'action numérique responsable. Et une autre bonne pratique, c'est aussi de mettre en place des indicateurs de pilotage et de les suivre pour voir l'avancée de ce plan d'action. Et enfin, vraiment, pour inscrire la démarche dans la durée, les entreprises, elles peuvent déployer un réseau de référents ou d'ambassadeurs numériques responsables. Ces ambassadeurs du numérique responsable sont seulement présents dans de grandes structures ? Alors, c'est ce qu'on voit quand même assez généralement, mais il y a les structures de toute taille, en fait, peuvent les mettre en place. Par exemple, la région Nouvelle-Aquitaine, elle propose des offres de formation en cybersécurité et numérique responsable à toutes les entreprises et aux collectivités de son territoire, et notamment les petites et moyennes entreprises. Il y a un programme de formation qui s'appelle les ambassadeurs du numérique responsable, qui a même été construit entre la région Nouvelle-Aquitaine et l'Institut du numérique responsable. Ça se présente sous la forme d'une formation de 10 jours pour élaborer son schéma directeur numérique responsable. Donc l'objectif de la région, c'est vraiment de faire en sorte que les PME elles aient accès à des outils du numérique responsable qui soient adaptés à leur taille et mailler leur territoire d'ambassadeurs numériques responsables. Est-ce que tu as un exemple de mise en place dans une grande structure du secteur privé ? Tout à fait, il y a la RATP qui propose elle-même des formations certifiantes d'ambassadeurs au numérique responsable. Alors majoritairement, ça va être des collaborateurs qui sont dans le groupe depuis un certain temps, puisqu'ils vont avoir les connaissances des processus et de l'historique du groupe. Oui, forcément. Alors nous avons vu le déploiement de la démarche. Maintenant, est-ce que tu peux nous indiquer comment une entreprise peut réduire son empreinte environnementale du numérique ? Il y a plusieurs axes pour réduire cette empreinte environnementale en prenant en compte les équipements.
pendant toute la durée de vie au sein de l'entreprise, c'est-à-dire dès qu'on les achète, on les utilise et jusqu'à la gestion de leur fin de vie. Et alors, quelles sont les bonnes pratiques en matière d'achat, justement ? Alors, la première question à se poser, ça paraît bête, mais c'est vraiment de voir si l'achat des équipements numériques, il est nécessaire ou pas. Et si on achète, il faut être sûr que les équipements ils sont adaptés aux besoins, qu'ils ne sont pas surdimensionnés. Ensuite, si on décide de s'équiper de nouveaux appareils, on voit qu'ils sont nécessaires. Il est conseillé d'acheter des équipements selon plusieurs critères. Notamment, ça peut être choisir selon la durée de vie moyenne d'un équipement qui doit être relativement longue. Les choisir en matière recyclée. Voir s'il y a des pièces détachées disponibles pour permettre leur réparation et donc allonger leur durée de vie. C'est vrai que ça, on n'y pense pas automatiquement. Pas automatiquement, mais c'est vrai que du coup, ça peut... Sur le long terme, c'est intéressant financièrement. Sur le long terme, c'est intéressant financièrement. Et également, tout ce qui est qu'ils aient des besoins moindres en services numériques, donc qu'ils soient moins énergivores également. Après, on peut aussi faire le choix d'avoir des équipements numériques reconditionnés. Mais il faut savoir que l'achat, ce n'est pas la seule solution. On peut aussi faire de la location. C'est notamment ce qui se fait en matière d'imprimante et de photocopieurs. Ça permet de limiter les frais de maintenance et l'achat de pièces détachées, puisque du coup, tout va être compris dans le contrat. Et sur ce point-là, justement, Emmanuel Rousseau, qui est président fondateur de l'EACETIC, c'est une entreprise spécialisée dans le financement éthique et responsable de projets IT, il a indiqué que les anglo-saxons sont en avance sur le sujet avec 60 à 70% de location informatique dans les entreprises, et que ce chiffre diminue à 50% en France et 30% en Espagne. Donc, il y a une marge de manœuvre. Et pourquoi on est frileux par rapport à ça, nous, en Alors, c'est Europe ? peut-être en termes de culture d'entreprise, Oui, peut-être qu'on a plus tendance à avoir nos équipements en propre. Mais c'est vrai que sur certains équipements, c'est plus intéressant de louer. Oui. Eh ben, on aura peut-être donné quelques idées, en tout cas, avec ce système de location. Comment utiliser ces équipements correctement ? Parce que c'est bien, maintenant, on les a achetés, on les a loués, ok, mais il faut savoir s'en servir. S'en servir et qui consomment moins, quitte à faire. Il y a deux aspects. Le premier, ça va être de bien les paramétrer, notamment les imprimantes et les photocopieurs, comme on vient d'indiquer. Par exemple, en mettant un allumage uniquement à l'usage. Mutualiser les équipements entre plusieurs personnes et plusieurs services, pas avoir une imprimante pour une personne. En plus, ça permet de lutter contre la sédentarité. En termes de santé et sécurité au travail, c'est pas mal, puisqu'on éloigne un peu les équipements. Donc on marche. Voilà, on marche. S'il y a des escaliers, c'est d'autant mieux, parce que du coup, on prend les escaliers, on fait son sport, c'est bien. Donc c'est bien, puis on n'a pas les nuisances sonores liées aussi aux imprimantes et aux photocopieurs, mais de rien, le bruit dans les espaces de travail, c'est un grand sujet. Et sur l'impression elle-même, on peut paramétrer par défaut, mettre en noir et blanc, recto verso, et instaurer le déclenchement des impressions seulement quand on badge. Comme ça, il n'y a pas des impressions perdues qui se lancent automatiquement. On peut après supprimer sur les imprimantes et les photocopieurs les impressions dont on n'a finalement plus besoin. Oui, tout à fait. Le deuxième aspect, ça va être les éco-gestes quand on utilise les équipements numériques. Par exemple, il y a une étude qui a démontré que le simple fait d'éteindre les ordinateurs la nuit dans une entreprise qui avait 10 000 unités, ça pouvait permettre une économie annuelle de 230 000 € et une réduction des émissions de CO2 de 1871 tonnes. Ouais, c'est énorme. Alors, il y a encore d'autres éco-gestes, sur notamment les ordinateurs. Oui. On peut limiter les programmes et les onglets qu'on a ouverts sur nos ordinateurs. Ça permet de consommer moins d'énergie. Passer par les favoris plutôt que de générer de nouvelles requêtes à chaque fois sur le moteur de recherche. Et ça, c'est valable aussi sur les téléphones ? Ça doit être aussi valable. On a plus de chiffres sur les ordinateurs, mais sur le même principe, je suppose que d'avoir plein de fenêtres ouvertes, plein d'applications, ça consomme de l'énergie. Ça bouffe la batterie. Ça doit aussi réduire potentiellement la durabilité du l'équipement. Téléphone, bien sûr. Donc, ça s'applique un peu à tout équipement numérique. Et également, débrancher les chargeurs dès qu'un équipement est chargé. C'est aussi une bonne pratique à avoir. Et sur les mails, tout ce qui est envoi et réception, ça va être les pièces jointes qui sont trop lourdes, qui sont stockées, donc ça prend de la place. Et il faut faire du tri si possible et supprimer ceux qui ne sont pas nécessaires. Voilà. Dès qu'on a un petit moment, qu'on est en vacances par exemple, on peut faire du tri. Non, en vacances, c'est la déconnexion. Ah oui, pardon, c'est la déconnexion en vacances. C'est la déconnexion. Il n'y a pas de numérique normalement. Voilà. Il y a du numérique pas professionnel normalement. mais même non professionnel, il faut tout couper, ça fait du bien. Voilà. Et on peut faire aussi du tri sur les boîtes mail personnelles. Oui, tout à fait. Ça s'applique sur tous les domaines. Je l'avais fait pendant le Covid, moi. Un bien fou. Ça fait du vide. Quand on était confinés et qu'on n'avait rien à faire.
Voilà, on fait du ménage. Enfin, il y en a, les numérique. DET qui m'écoutent, ils n'avaient pas rien à faire. Eux, ils Non, étaient vraiment en train de taffer. Heureusement qu'ils étaient là pour tout organiser et ça a mis en lumière ça a mis en lumière la profession. C'était une très bonne chose de tout ce qu'ils ont fait pendant le Covid. On les salue. C'était exceptionnel. Alors, comment faire pour que l'utilisation raisonnée des équipements soit appliquée en pratique ? Parce que c'est bien beau tout ça. Oui, il y a la théorie, par exemple, il y a la pratique. Voilà, je le savais, mais je le fais pas forcément et c'est pas bien. Alors, déjà, le fait de le savoir, c'est quelque chose. Donc, c'est pour ça que pour l'application des éco-gestes, comme pour d'autres actions inscrites dans la démarche numérique responsable, il faut qu'on sensibilise et qu'on forme les collaborateurs. Parce que c'est comme ça que si on n'est pas sensibilisé, on n'y pense pas. Après, on y pense plus facilement. Pour les éco-gestes, les entreprises, elles organisent des sessions de communication en général auprès des salariés. Et il faut savoir qu'en janvier 2025, l'ADEME, le CNRS et l'INRIA, ils ont lancé une campagne de communication qui s'appelle Alt Impact. À travers un site internet dédié, il y a des éléments qui sont donnés pour agir, que ce soit d'ailleurs à la maison, comme on vient d'en parler, au travail, que ce soit dans une organisation ou au sein d'un collectif, et ce, dans le but d'avoir un numérique soutenable. Donc ça vient recenser les chiffres clés, des ressources pour aller plus loin, et des actualités sur numérique, comme des bonnes pratiques ou des événements. C'est vrai que c'est assez parlant quand on a des exemples et des chiffres. Ça permet de plus marquer, de sensibiliser et se rappeler ce qu'on peut faire en termes d'action. On peut se mettre aussi des rappels, des post-it, des grosses affiches dans son bureau. Voilà, ou alors le fait d'être sensibilisé à plusieurs collaborateurs, on peut se rappeler des choses. Voilà. Ok, top. Alors, comment avoir une gestion responsable, cette fois-ci, pour la fin de vie d'un équipement ? Alors, en fin de vie d'un équipement, ils peuvent soit être recyclés, réemployés ou encore réutilisés. Quand ils sont usagés, pour le coup, les équipements numériques et électroniques, ça devient des déchets d'équipements électriques et électroniques qu'on appelle plus communément les D3E. Et donc, dans ce cas-là, pour leur recyclage, en France, il y a 2 éco-organismes qui existent pour faire ce recyclage. Ce sont Écologique et Écosystème. Les équipements électriques et électroniques, ils appartiennent aussi à ce qu'on appelle une filière à responsabilité élargie des producteurs, son petit nom REP. Ça signifie que les producteurs, ils doivent contribuer de façon financière notamment, mais pas que, à ce que les équipements utilisés par les particuliers et les professionnels, ils puissent être collectés et réemployés après leur utilisation. Donc l'objectif, c'est vraiment que les composants et déchets qui sont générés, y compris les métaux rares, dans ces équipements numériques, particulièrement les téléphones et les tablettes, ils soient bien pris en charge de façon responsable pour leur fin de vie. Très bien. Et l'intelligence artificielle, alors dans tout ça, j'en parlais en début d'émission, mais ça consomme pas mal. C'est ça. Si pour certains qui voient que l'IA, ça peut être un vecteur potentiel de réduction de notre empreinte environnementale, voire même d'adaptation au changement climatique, pour le moment, ça constitue quand même un facteur aggravant de notre impact environnemental. C'est une technologie, comme tu l'as dit, elle est énergivore, car un certain impact, notamment pour ce qui est de la consommation d'eau, l'extraction des terres rares. On voit bien que la consommation énergétique est nécessaire pour l'entraînement des modèles d'IA, notamment le deep learning, donc l'apprentissage profond. Et le fait que ça se démocratise, l'utilisation de l'IA, ça va accroître l'utilisation de l'IA. Et comme elle est très polluante, même si on n'arrive pas encore bien à quantifier les impacts environnementaux vraiment de l'IA, on voit bien qu'une utilisation responsable et durable, elle est impérative. C'est dans cette optique-là que dans la stratégie nationale pour l'IA en France, l'Écolab du Commissariat général au développement durable et l'AFNOR ont publié un référentiel général pour une IA frugale où ils donnent des pistes justement pour maîtriser, voire réduire les consommations liées à l'IA. D'accord, merci beaucoup en tout cas Claire Touffet pour toutes ces explications qui sont vraiment très enrichissantes, intéressantes, que je vais suivre de ce pas. Et puis merci à vous tous de nous avoir écoutés très attentivement dans ce nouvel épisode de podcast de Droit Devant. On se retrouve très prochainement pour un tout autre épisode. Je ne vous délivrerai pas tout de suite le sujet, suspense. Restez à l'écoute, à très bientôt.